Bonjour, bienvenue dans 101%. Ce 101% est un petit peu spécial puisque c'est le 1500e 101%. Imaginez 1500 émissions. 1500, vous pouvez pas les regarder toutes d'affilée en une nuit. C'est pas possible. C'est ouf. Enfin bon, dans l'émission, il y aura la critique du jeu Pokémon Saphir Alpha et Pokémon Ruby Omega. C'est les vieux Pokémon qui ont été remis au goût du jour pour la 3DS, vu que le dernier a beaucoup marché. Un des 6 sur Bliss Stage, et on terminera avec Metal Missile et Plastic Gun sur... J'aimerais que ce soit encore des véhicules masques, mais je crois pas. On regarde les news. Une petite news pour vous présenter le flipper numérique Arcade qui a reçu cette année l'une des médailles d'or du prestigieux concours Lépine européen. Développé par une PME savoyarde, e-Concept, spécialisée dans le rétro gaming, ce flipper est un vrai flipper. Fabriqué à la main, comprenant boutons, lanceur de billes à ressort, affichage digital et compagnie. Et c'est un flipper numérique. Il proposera 400 tables de jeu en téléchargement sur la version Elite de l'arcade, dont pas mal de titres références sous licence Star Wars, Jurassic Park ou encore Addams Family. Les auteurs nous assurent des sensations quasi identiques au flipper classique, avec la gestion du tilt et du bourrage latéral par exemple. Le tout sans contrat de maintenance, ce dernier n'étant plus nécessaire. Le flipper ne sera pas donné et coûterait en fonction du devis réalisé entre 2500 et 5000 €. Mais le projet est beau et fonctionne visiblement très bien. Le concours Lépine européen récompense toujours les innovations les plus marquantes. Développé par le studio Fire Monkeys, à qui l'on doit le jeu mobile Real Racing 3, déjà édité par EA Mobile, le prochain Need for Speed sortira donc sur smartphone et tablette. Sous-titré No Limits, ce dernier aura pour ambassadeur le champion Ken Block, qui avait déjà été impliqué dans d'autres jeux vidéo, et en particulier les excellents Colin McRae Dirt 2 et Dirt 3 de Codemasters. Visuellement, NFS No Limits semble très bien tenir la route, sans jeu de mots tout naze. Il débordera d'options de customisation avec, on peut en être certain, un aspect social développé. It's your move. Sorti en mars 2014 sur le territoire japonais, Hatsune Miku Project Diva F-Second est un jeu de rythme dans lequel il est possible d'incarner évidemment la diva virtuelle emblématique du Vocaloid. Le jeu est disponible depuis le 21 novembre en version physique sur PS3 et PS Vita de par chez nous. De nombreux morceaux et tenues différentes seront disponibles en DLC payant. Sur Vita, il sera désormais possible d'utiliser le pad analogique et plus seulement l'écran tactile. L'éditeur de niveau a également été amélioré et il y a une fonction cross-save entre PS3 et PS Vita. Plus original, le jeu supporte le cross-save avec une version japonaise. Il sera ainsi possible de récupérer ses données de sauvegarde d'une PS3 japonaise vers une Vita européenne par exemple. Même s'il ne sera possible de faire l'opération qu'une seule fois et dans une seule direction apparemment. « 1500, 101%. Je sais pas combien j'en ai fait, moi, dans ce lot-là, au final. Donc à peu près un tiers. Pas tout à fait, j'ai arrêté pendant un an. Oui, mais comme au début c'était 1 sur 2 que tu faisais, ça doit compenser à peu près. Ça compense, ouais. Je sais pas, mais en tout cas, beaucoup. Donc 500 environ, on va dire. Ouais, autour de 500 peut-être. C'est énorme. Et je dois dire que normalement, parce que c'est pas le cas aujourd'hui, mais normalement tu prends du temps pour préparer chaque 100%. Effectivement. Mais tu sais, la vie des fois nous prend de court et des fois on peut pas faire. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas juste, tu fais pas juste le guignol. Tu cherches un sujet, tu écris. Et même quand je fais des trucs débiles, des fois c'est écrit. Hein. Oui. Voilà. Et puis souvent il y a une petite histoire, ça commence avec ça, et puis hop, tu nous emmènes. J'aime bien raconter des anecdotes, mais c'est vrai que sur un fond vert, quand tu m'as dit l'idée de l'émission. Qui était sur fond blanc d'ailleurs à l'époque. Qui était sur fond blanc à l'époque. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Et c'est marrant parce que depuis 2007, je me dis tout le temps, mais qu'est-ce que je vais dire? Et à chaque fois, finalement, il y a des trucs qui se sont dit, et puis ça fonctionne. Et pour moi, le premier 101%, c'était donc à Picpus, dans les premiers locaux de No Life. Moi, je me rappelle que Alex était avec Dico, en train de préparer le plateau. Et moi, j'étais dans le bureau de Seb. Et je faisais comme si de rien n'était. Donc Dico, c'est Frédéric Ostreng, donc voilà, Fred. Hippolyte dans la Flanders. Hippolyte dans la Flanders, voilà. Il a tellement d'autres personnalités. Et je stressais à mort. Et
Et les toilettes étaient juste à côté. C'est curieux que tu stressais parce que finalement on faisait un truc bricolé entre nous, quoi. On n'était pas non plus. Enfin, ouais, oui, mais je stressais pour plusieurs choses. Déjà, je t'avais un peu forcé la main. Alors tu m'avais pas forcé la main du tout, mais c'est vrai que c'est toi qui avais demandé. Oui, j'ai réclamé. Ça se fait pas. Si, bah si. T'as dit, bah écoute, si tu cherches un présentateur, moi je suis partant. Oui, parce que c'était un rêve. Voilà, donc ça se fait. Mais c'est vrai que t'étais pas dans la situation où on est allé te chercher. Oui. Et quand quelqu'un vient te chercher, c'est quand même plus confortable et plus facile. On se dit que si on réussit pas tout à fait, bon bah après tout, voilà. Moi j'ai rien demandé, donc. Là j'avais une pression en plus de si j'étais pas bon, tu pouvais me dire, bah je suis désolé mais ça le fait pas. Et en plus c'était mon rêve. C'est-à-dire que j'ai pas menti quand je t'ai dit je rêve de le faire, c'est qu'être animateur c'était mon rêve. Donc j'avais la pression de foirer devant toi et la pression de pas être fait pour ça. Et donc du coup bah de rentrer chez moi en disant en fait, c'était pas ça, mon rêve dans la vie, ça aurait pas dû être ça. Et du coup, tu faisais déjà animateur sur d'autres chaînes, tu faisais le clown, je crois, chez... J'étais pas vraiment animateur, j'étais pas en roue libre comme sur No Life. Tu vois, il y avait des... On me donnait des choses à faire, des trucs. Là, finalement, c'est très stressant, le 101%, parce que normalement, toutes les émissions sont très chartées. C'est-à-dire que l'animateur a souvent un invité, a souvent un truc à remplir, et souvent on lui demande juste de passer les plats. Sur No Life, on ne nous demande pas de passer les plats, on nous demande d'inventer, enfin on peut que passer les plats. D'apporter quelque chose en plus. D'apporter quelque chose. Ouais. C'est souvent ce que je dis aux invités du vendredi, apportez un truc de vous, qui vient de vous. Un truc à dire que vous avez envie de transmettre. Et ben c'est pas le plus simple. Voilà. Pour beaucoup d'entre nous, ça a commencé il y a 15 ans, comme une quête à l'objectif très simple, les attraper tous. Tous les 151 Pokémon, répartis sur 2 cartouches Game Boy, à l'exception du fameux Mew, réservé à des événements spéciaux, presque mythiques à l'époque, organisés par Nintendo. Nous avons été très nombreux à nous atteler sérieusement à cette tâche. Certains l'ont abandonné en cours de route, d'autres en ont vu le bout, pour obtenir un diplôme tout nul de la part d'un PNJ tout nul. Et puis de nouveaux Pokémon sont apparus, et la quête, petit à petit, a muté. Au fil des versions, des nouveaux supports et des nouvelles possibilités offertes, le duel est devenu de plus en plus accessible et de plus en plus important. Les ligues de Kanto, Johto ou Hoenn ne suffisaient plus. Il s'agissait d'être le meilleur dresseur sur Terre, pour de vrai. En terrassant ses adversaires par la maîtrise des notions de metagame, de construction d'équipe ou encore des EV et autres IV autrefois secrètes. Ou en alignant peut-être une collection complète de Pokémon chromatiques extrêmement rares. On les a appelés les Shiny d'ailleurs, parce que ça fait plus pro et plus sérieux. Parce que Pokémon, en même temps que son public, est devenu plus pro et plus sérieux. Et si la série y a gagné énormément de profondeur et de richesse, elle y a peut-être laissé un petit peu d'innocence. Quelque part entre cette profondeur et cette innocence, il y a Rosa, c'est-à-dire Ruby Omega et Saphir Alpha. On pourrait croire, en lançant le jeu, que Pokémon Rosa est l'histoire d'un jeune garçon ou d'une jeune fille enfermée dans un camion de déménagement, ce qui est très dangereux en plus d'être assez glauque. C'est pas tout à fait ça. On pourrait alors imaginer que c'est l'histoire de ce même garçon ou de cette même fille, parti seul à l'aventure aux quatre coins d'un monde peuplé par des créatures sauvages et agressives, ce qui est tout aussi dangereux. Et c'est pas tout à fait ça non plus. Pokémon Rosa, c'est avant tout l'histoire d'un cycle de remake installé depuis 2004. Ainsi, après Rouge Feu et Vert Feuille sur GBA, puis Heart Gold et Soul Silver sur DS, Ruby Omega et Saphir Alpha viennent adapter d'anciens standards aux normes de la 3DS. Et l'enjeu pour ces nouvelles versions est donc d'offrir aux fans une expérience très similaire à la première, tout en apportant assez de nouveautés pour justifier leur existence. Un numéro d'équilibriste pas évident, qui passe notamment par un univers et une trame scénaristique absolument inchangés, avec tout ce que ça peut comporter de nostalgie plaisante comme de lassitude. On appréciera ainsi forcément le fait de revisiter assez librement le monde de Hoenn et d'y recroiser des personnages bien connus dans un nouvel habillage tout en 3D. Mais on restera peut-être assez peu sensible à ces histoires de Team Aqua et Magma, qui ne constituent pas ce que la série a connu de mieux en la matière. On pourra également regretter un Pokédex assez restreint, surtout quand on le compare à celui des versions X et Y, et ce même s'il se rattrape en balançant un bon paquet de Pokémon légendaires.
C'est le prix de la fidélité au titre d'origine, que l'on pourra observer en toutes circonstances, aux quelques rares exceptions près que sont une Wii U branchée dans la chambre du personnage principal, ou le casino fermé de Lavandia. Des petits détails aux origines sûrement diverses qui aident dans tous les cas à faire de ces nouvelles versions les témoins du temps qui passe. Tout ce temps passé entre les jeux originaux et leurs remakes, on ne le sent jamais autant que quand il s'agit de combattre. Dans les grandes lignes, rien n'a vraiment changé évidemment. Il s'agit toujours de capturer un maximum de Pokémon pour former une équipe de 6 et les faire combattre contre des créatures sauvages ou des dresseurs. Ces derniers interviendront soit sur les routes qui relient les différentes villes du jeu, soit dans les 8 arènes qui constituent autant de paliers à franchir avant d'affronter le fameux Conseil des 4. Tout ça est immuable depuis la première génération et ça n'est certainement pas prêt de bouger. Bien sûr, les nouveautés apportées à l'époque par Ruby et Saphir sont également de la partie. Et on redécouvre sans surprise et avec plus ou moins d'entrain les concours de beauté et les cachettes secrètes. Mais tout cela est tout à fait normal. Heureusement, les versions Rossa incluent aussi la plupart des ajouts apportés à la série depuis ses déclinaisons de DS et 3DS. Ainsi, on retrouve les méga évolutions ou les hordes de Pokémon sauvages, mais aussi les systèmes de PSS et de SPV que l'on avait pu découvrir dans les versions XY. Le PSS désigne un outil permettant en gros d'échanger ou de combattre avec des amis online, tandis que le SPV, ou système de perfectionnement virtuel, permet d'attribuer des EV à ces Pokémon de manière totalement transparente. À eux deux, ils sont les meilleurs reflets de l'évolution de la série au fil des ans. Ces duels ou ces échanges, autrefois limités au périmètre restreint d'un câble Link, sont désormais accessibles à tout le monde et tout le temps. Tandis que les EV, qui sont longtemps restés à moitié secrets et réservés à une sorte d'élite, assument maintenant totalement leur rôle de simple point de statistique à attribuer via un entraînement spécial. Parallèlement à ces mises à niveau, les versions Rossa apportent également leur lot d'inédits, principalement via le Navidex, qui permet de savoir d'un coup d'œil quels Pokémon vivent dans chaque zone visitée. On y trouvera également un moyen très pratique d'en apprendre plus sur les nouveaux spécimens qui apparaissent parfois de manière visible dans les hautes herbes et qu'il faudra surprendre en s'en approchant discrètement. En se débrouillant bien, on pourra ainsi capturer des Pokémon dotés de capacités ou de talents spéciaux, ou tout simplement appeler une créature particulièrement recherchée. Mais la plus belle surprise de ces remakes, qui fait pardonner sans aucun mal l'abandon de la personnification du personnage principal apparu dans XY, c'est la nouvelle représentation de la capacité de vol. On ne gâchera pas la surprise, et on vous laissera le plaisir de découvrir ce qu'on attendait tous depuis la première génération, et qui apporte peut-être un des plus beaux moments de la série depuis un bout de temps. La nature même de ces versions Ruby Omega et Saphir Alpha est assez étrange, autant que peut l'être la mise en abîme opérée en clin d'œil en tout début de partie. À mi-chemin entre le trip nostalgique et la mise à niveau, Rossa constitue une expérience déstabilisante, qu'on pourra à la fois trouver un peu trop datée et un peu trop actuelle. Elle nous rappelle, au cas où on l'aurait oublié, que la série des Pokémon est un éternel recommencement. Et qu'on jouera très certainement au remake de X et Y d'ici 10 ans sur un nouveau support peut-être directement relié à notre cerveau. Et en agglomérant 11 années d'apports successifs allant tous dans le sens de la compétition ou de l'étalage clair des mécaniques d'élevage, ces remakes montrent surtout comment la série a grandi en même temps que nous. En gagnant certes en maturité et en intérêt dans le processus, mais en perdant également en candeur et en mystère. Alors bien sûr, la paire Rossa reste la meilleure manière de découvrir les versions Ruby et Saphir pour celles et ceux qui les avaient ratées à l'époque, et bien sûr, elle est aussi une bonne occasion de les redécouvrir. Mais c'est aussi le résumé potentiellement assez violent de 11 ans d'évolution à l'échelle de la série et du joueur. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Et moi, ouais, donc j'ai chopé la diarrhée. Vraiment, j'avais la diarrhée avant le tournage. J'étais malade comme un chien, quoi. Parce que je me suis dit que j'allais pas remplir le truc, quoi. Mais pourtant, toi, tu as des choses à dire. Tu avais déjà un blog. On savait que tu avais forcément des différents sujets de prédilection que tu pourrais utiliser dans l'émission.
Oui. Et en plus, parfois l'envie juste de faire des 100% juste comiques, avec des parodies SF. Ou, Ça, je regrette aujourd'hui de moins le faire, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais vraiment interne à No Life, ou enfin externe. Tu faisais moins de choses autour. Mais j'étais moins pris ailleurs. On va dire ton envie de sketch, tu l'as souvi ailleurs. Oui, maintenant, mes sketchs, je les fais chez Golden Moustache. C'est vrai qu'il y a eu des changements, des choses qui ont bougé. Puis il y a mon blog aussi, c'est vrai que des fois je me dis, je le raconte sur mon blog cette histoire, ou je la raconte sur No Life dans 101%. Parfois tu fais les deux. Et parfois je fais les deux, rarement. Hein. J'essaye vraiment de... Le truc sur les putes chinoises, je l'ai fait que sur mon blog par exemple. Ah bah je te remercie. Je suis désolé, il faut choisir des fois. Mais c'est vrai que ça m'a appris énormément, parce que quand on regarde les débuts de 101%, j'utilise tout le temps le terme que tu disais de pas faire télé, et je m'en servais pour pouvoir me sortir de situation. Faut dire que c'était la seule direction que je t'avais donnée. Hein. C'est la seule direction qu'on avait eue, effectivement. Mais c'est vrai que c'était un moyen pour s'en sortir, parce que... Pour moi, ça aussi, c'était compliqué, parce que je savais ce que je voulais pas, mais je savais pas trop ce que je voulais vraiment, en fait. Et j'attendais que t'apportes quelque chose qui soit bien. Mais tu disais, mais je fais quoi? Je sais pas, mais pas télé en tout cas. Et le problème, c'est que quand tu vas être animateur, c'est parce que tu as vu des gens à la télé être animateurs. Et moi, j'ai été éduqué à la télé TF1, parce que je regardais le Club d'eau. Et je savais que quand Dorothée, elle faisait « super !» comme ça, c'était pas à faire. Mais le problème, c'est qu'on a appris avec ces gens-là, et du coup, quand on fait « ouais !» on a tendance, prends les 101% présentés par des gens qui n'ont pas l'habitude. Souvent, t'as des gens, ils vont faire machinalement les doigts, les trucs chez vous, ou des trucs comme ça. On retrouve ça. Mais je pense que tu as compris que c'était pas non plus juste un caprice. C'était surtout que comme No Life commençait avec des tout petits moyens, il fallait absolument faire quelque chose de différent, parce que ça servait à rien de faire de la vraie télé avec des petits moyens. Il fallait se démarquer et apporter une personnalité différente. Donc c'était ça l'idée. C'était pas du tout pour embêter les animateurs. Non, mais moi de toute façon, une case en moins, le site à la base c'était mon premier site de vidéo. Il était en scotch et en carton. Le site web était fait en scotch et en carton parce que c'était nos moyens. Donc, jamais filmer plus haut que son cul, c'est très malin. Voilà. On regarde, je ne sais plus, on regarde un des 6 sur Bliss Stage. Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Le manga et l'animation japonaise sont des influences de plus en plus présentes dans le jeu de rôle. Bliss Stage, un jeu créé par Ben Lehman et traduit en français par La Boîte à puise son inspiration dans des séries de mecha comme Raxephone, Brain Powered, mais aussi et surtout Neon Genesis Evangelion. Notre monde, notre temps. Une mystérieuse épidémie commence à se propager, plongeant la population humaine adulte dans un étrange état catatonique, une béatitude ensommeillée dont on ne se réveille pas. Seuls les enfants et adolescents ne semblent pas affectés par cette étrange maladie surnommée le Bliss. Au départ, ces jeunes tentent de survivre tant bien que mal et perpétuer la société qu'ils connaissaient, jusqu'à ce que la nourriture commence à manquer, que les infrastructures tombent dans déliquescence. En situation de crise, les pires instincts prennent le dessus. Les enfants s'organisent en bandes, en gangs, et se livrent au pillage et aux guerres de quartier. Les mois passent, et la situation ne fait qu'empirer. Les réserves s'amenuisent, les maladies et les prédateurs redeviennent un réel danger. Sans compter qu'un ado devenu adulte finit à son tour par succomber au Bliss. Et c'est là que les autres sont apparus. Nul ne sait qui ils sont réellement, ni d'où ils viennent. Une seule chose est sûre, ils sont capables d'affecter l'esprit humain à travers les rêves. Ce sont les autres qui ont causé le Bliss pour éliminer tous les adultes. À présent, ils commencent à prendre pied dans notre réalité au travers de créatures biomécaniques appelées automates, massacrant tous les survivants sur leur passage. L'humanité connaît-elle sa dernière heure? Non, car un petit groupe de résistants, mené par un adulte mystérieusement épargné par le Bliss, parvient à capturer un automate ennemi. Ils parviennent à reconfigurer son module de contrôle pour en faire un anima, un automate de neutralisation des impulsions mentales altérées. En prenant le contrôle de l'anima, un enfant pilote peut entrer dans le monde des rêves pour combattre les autres sur leur propre terrain. 7 ans après le début du Bliss, ces enfants pilotes sont le dernier rempart de l'humanité, la jeunesse sacrifiée d'une guerre qui dépasse l'entendement. Un aspect très intéressant de Bliss Stage est que chaque joueur incarnera plusieurs personnages. Ce sont les joueurs eux-mêmes qui vont contribuer à la narration, le MJ ayant un rôle d'arbitre, mais pas de narrateur.
Chaque groupe de résistance possède 4 types de personnages: pilote, ancre, personnage secondaire et autorité. Déjà, il y a les pilotes. Ce sont les héros de Bliss Stage, ceux qui prennent le contrôle d'un anima pour aller combattre les autres dans le rêve. En général, chaque joueur en contrôle un. Les pilotes sont représentés par des archétypes classiques des animés, l'innocent au grand cœur, le vétéran aguerri, le héros naissant, le chevalier servant, etc. Chaque pilote est associé à une ancre, c'est-à-dire un personnage qui reste dans le monde réel et est en contact permanent avec son pilote, tentant de l'aiguiller et de le soutenir dans son combat. Il y a autant d'ancres que de pilotes, mais chaque ancre est interprétée par un autre joueur que celui du pilote. Les joueurs sont supposés nommer les ancres d'après leurs propres amours d'enfance ou d'adolescence. Les personnages secondaires sont les amis, familles, techniciens et autres personnages qui gravitent autour du groupe de résistance, mais ne sont ni pilotes ni ancres. Les personnages secondaires sont interprétés soit par le MJ, soit par les joueurs s'ils se sentent inspirés. Enfin, l'autorité est l'adulte dirigeant le groupe. Il a échappé au Bliss, à cause de problèmes mentaux, d'alcool, de drogue et autres joyeusetés. L'autorité est incarnée par le MJ. Chaque pilote est défini par 3 caractéristiques: terreur, trauma et Bliss. Oui, ces caractéristiques représentent en fait la dégradation morale et mentale du pilote. Si le trauma atteint 6 ou que le Bliss atteint 108, c'est la fin pour ce pilote. Ce sont en fait les relations que le pilote noue avec les autres personnages du groupe, et en particulier son ancre, qui vont déterminer ses capacités dans l'anima. Chaque relation est définie par 3 valeurs: l'intimité, la confiance et le stress. Évidemment, ces relations entre personnages vont être mises à rude épreuve, et si jamais la confiance descend à 0, alors la relation est rompue et le niveau de Bliss augmente. Le déroulement d'une partie de Bliss Stage est très codifié et suit toujours le même schéma: une scène de briefing, une scène de mission et une scène d'interlude, puis une nouvelle scène de briefing et ainsi de suite. Durant la scène de briefing, c'est l'autorité, donc le MJ, qui annonce les objectifs de la mission. Durant la scène de mission, un couple pilote-ancre tente d'atteindre les objectifs en question. Chaque ancre décrit à son pilote ce à quoi ils sont confrontés dans le rêve, et chaque pilote tente d'affronter la menace. Dans les scènes d'interlude, les relations entre les personnages évoluent. Durant les scènes d'affrontement, le pilote définit la puissance de son anima en additionnant les scores d'intimité de plusieurs de ses relations. Par exemple, il décide qu'il va combiner 3 relations, une relation à 3, une relation à 4 et une autre à 2. Il va donc lancer 9 dés à 6 faces. Obtenir 1 ou 2 sur le dé est un résultat négatif, 3 ou 4 est un résultat neutre, et 5 ou 6 sont des résultats positifs. Le pilote choisit ensuite de répartir ses résultats dans différentes catégories: la réussite de la mission, la sécurité de ses relations, sa propre sécurité, ainsi que son niveau de Bliss. Il y aurait encore beaucoup à dire sur Bliss Stage. Nous n'avons fait qu'égratigner la surface de ce jeu d'une grande richesse et dont la structure ne ressemble à aucune autre. C'est un jeu très original, plein d'action, mais surtout d'une grande richesse narrative et psychologique. En poussant les joueurs à s'impliquer dans la création de l'univers, à définir eux-mêmes les enjeux et à jouer les relations intimes entre les protagonistes, qui plus est des personnages nommés d'après leurs propres amours de jeunesse, Bliss Stage fait sortir les joueurs de leur zone de confort, donne à réfléchir et crée une atmosphère vraiment unique, parfois troublante. C'est un jeu étrange, qui ne plaira clairement pas à tout le monde, mais qui est l'un de nos coups de cœur de cette fin d'année. D'accord, on est un peu en retard vu que le jeu est sorti en français en fin d'année dernière, mais mieux vaut tard que jamais. De toute façon, il n'est jamais trop tard pour parler des bonnes choses. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien! Et tu te souviens de ton dernier 101% sur scène? Ah ouais, Japan Expo. Ouais, vous avez failli me faire chialer. J'ai eu quelques petites larmes. C'était... Je déteste arrêter des trucs. Je suis quelqu'un où j'adore cumuler plein de boulot. Parce que arrêter un travail, c'est... Voilà. À part si on me vire, normalement je reste jusqu'au bout, quoi. Et là, il y avait d'autres projets qui se profilaient, bon, qui n'ont pas eu lieu, mais il y avait d'autres projets. Oui, voilà, je pense que ce que finalement a fait bizarre aux gens, c'est que tu as quitté 101% pour au final à la rentrée faire pendant ce temps à la rédac. Oui. Et en fait, ce que les gens ne savent pas, on l'a un peu dit en debug mode et tout, mais c'est pas très clair, c'est que tu aurais dû présenter une espèce de talk show, en fait, de grosse émission avec plusieurs rubriques, avec des invités en plateau, et qui s'est jamais faite faute de moyens. Non. On a les pilotes de ça. J'ai peut-être un pilote, ouais, avec les ninjas japonais tous en selle. Ouais. Je dois voir ça.
Donc voilà, tu es un bon vendeur, hein, voilà, on vient de le voir, tu viens de vendre un jeu qui n'est pas encore sorti. Donc on voudrait tester ton super pouvoir sur un jeu qu'on a inventé nous à la rédac. Ça s'appelle les ninjas japonais tous en selle. Ouais. Et donc tu as 2 minutes pour le vendre aux téléspectateurs et lui dire que c'est bien et qu'il faut qu'il achète. Alors voilà, je te laisse. Les ninjas japonais tous en selle, en fait, donc c'était un projet qui a nécessité énormément de personnes en fait au cours des 3 dernières années. C'est un concept effectivement qui est très simple, qui peut être pris rapidement en main par tous les membres de la famille, qui permet de jouer à plusieurs et tout. Oui, on m'a dit que vous avez mis des poneys pour plaire aux petites filles et des ninjas pour plaire aux garçons. C'est retrouver en fait au sein du foyer une unité autour de la console avec les possibilités offertes par la console Mi, qui permet effectivement à la fois au petit frère de jouer pour assassiner les poneys de sa petite sœur, mais en même temps à la petite sœur de pouvoir faire des choses avec les ninjas de son frère grâce à son cheval. Tout ça sous le regard bienveillant évidemment des parents. Donc c'est un jeu 3+, comme c'est indiqué sur la jaquette. Je crois que le slogan est vraiment bon. Hein. Voilà. C'est Thierry Falco qui a servi pour la motion capture. C'est en général un gage de qualité. Surtout les mouvements ninja faits par Thierry Falco, c'est vraiment énorme. Du cheval aussi. Donc tout ça effectivement ce qui est vraiment dégueulasse en revanche, c'est que vous avez laissé le logo 505 Games. Ça c'est très moche. Ouais écoute, je ne suis pas trop fait chier non plus quand j'ai fait le montage. Je vois ça. C'est vrai que c'est pas le pack définitif, hein. On fera un truc un peu mieux à la fin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, la saga Exosquad se poursuit. Nous allons donc voir deux nouveaux pilotes, enfin nouveaux, nous allons voir par la suite, mais deux nouveaux Exoframes en tout cas, à savoir le Pirate Captain E-Frame de Jonas Simbaka et puis le Subsonic Scout E-Frame de Marsala, un personnage qu'on voit assez souvent. Donc je vous présente Jonas Simbaka, qui, comme le précise la boîte, est le Undisputed Ruler des Pirate Clans, c'est-à-dire le chef incontesté des clans pirates. Et puis son Pirate Captain E-Frame, qui est une E-Frame qui est très très plaisante à mon sens. Sur le bras droit, nous mettons un laser whip, et oui, sur le pied droit, nous mettons un over missile qui est caché, me dit-on. Et puis, pour parfaire le design piratesque de la machine, nous avons ici un canon qui ressemble vraiment au bon vieux canon qui se trouvait sur les galions et autres vaisseaux pirates. Canon qui, évidemment, ne porterait pas ce nom s'il n'était pas destiné à envoyer un projectile, que voici. Vous le mettez derrière, vous avez une fixation. Voici. Voilà. Nous mettons Jonas, le capitaine Jonas Simbaka aux commandes de son E-Frame. Nous plaçons ses mains sur ses joysticks de commande. Et voilà le capitaine Simbaka, prêt à piller allègrement les vaisseaux terriens. Voilà la bête. Donc ici, d'un côté, vous avez le fameux fouet laser. Voilà, que vous actionnez ainsi. Donc vous redressez le bout du fouet, et ensuite, quand vous appuyez, il donne un coup de fouet violent. Formidable. Ensuite, nous avons un outil qui est bien utile, c'est pour justement fendre la coque des vaisseaux que l'on aborde. Nous avons ici une scie circulaire, donc vous entendez le cliquet quand vous la faites fonctionner, de manière à ou découper le cockpit d'un E-Frame adverse, ou alors découper carrément la coque du vaisseau à piller pour pouvoir en extraire allègrement la précieuse cargaison. Ensuite, les réjouissances continuent, donc le canon précédemment cité, bien sûr, il canonne, voilà. Et puis, en combat rapproché, éventuellement pour, comment dirais-je, ramollir les ardeurs d'un adversaire qui se laissera emporter, ce qu'on appelle le missile, l'over missile, qui est caché dans le pied de l'e-frame, je tire ici, voilà, et qui est plutôt puissant. Nous allons maintenant voir un autre e-frame. Voilà, une e-frame avec un design assez sympa. J'aime beaucoup les deux antennes là, c'est pas mal du tout. Le cockpit offre un grand champ de vision.
une bonne créativité, un bon design. Alors ici nous avons des disques explosifs qui sont indétectables, donc c'est très utile puisque déjà un disque explosif par soi-même c'est plutôt utile, mais si en plus l'ennemi a la surprise de l'explosion, alors là c'est le summum. Donc vous les disposez ici, voilà. Ensuite vous les refermez pour un usage ultérieur, nous verrons bien sûr. Nous allons installer Marsala à l'intérieur de son iframe. Une iframe qui présente une particularité intéressante, c'est que ici, ce n'est pas le cockpit vitré qui se soulève, qui s'élève ou qui s'abaisse pour accueillir son pilote, mais c'est à l'arrière que ça se passe. Donc ça, c'est aussi sympa. À ma connaissance, c'est peut-être le seul iframe qui présente cette particularité. Donc je charge sur le bras gauche le missile. Alors c'est un missile laser, un missile guidé par laser, donc je pense qu'une fois que vous êtes ciblé, c'est terminé pour vous, hein. Terminez vos mots croisés, embrassez votre maman, enfin bref, c'est la fin. Ici nous avons un jackhammer, donc on le charge ainsi en tirant, et quand on appuie ici, voilà, il projette avec violence une boule avec différentes protubérances qui permettra de concasser et de fracasser, enfin toutes ces sortes de choses qui rajeunissent le visage. Voilà, ça continue. Et puis le fameux missile guidé au laser, nous avons ici, voilà, qui s'en va pour laseriser la tronche des adversaires. On va procéder à un petit lancement de face. Donc nous avons vu tout à l'heure les deux néo-disques qui sont indétectables. On les charge, on referme les bras, et ensuite quand vous appuyez dessus, c'est un système sans ressort, ça les lance. Bon, alors voilà, disons que c'est ça le seul problème sur cet iframe, c'est que justement ce qui se fait mécaniquement sans l'aide d'un ressort, sans l'aide d'un calage ou d'un chargement de puissance, fait que c'est pas très spectaculaire, j'en conviens. J'appuie plus fort, il y en a au moins une qui est partie vers l'avant, l'honneur est sauf. Voilà pour une petite partie de ce que propose Exosquad. Donc quand même, ma foi, quand vous, comme moi, vous possédez une armée d'iframes, ça fait quand même bien plaisir. Voilà, n'oubliez pas, les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. Quoi qu'il en soit, j'étais triste d'arrêter 101% parce que j'aimais cette émission et j'avais envie de continuer de la faire. Mais de faire pendant ce temps la rédac, quand même c'était cool parce que ça m'obligeait tous les jours à inventer un truc. Enfin, même si après on commençait à tourner en pack, 5 épisodes pour la semaine. Mais c'était motivant aussi, voilà. Et bon, c'est triste que les gens s'en souviennent pas trop, mais bon. Bon, ils se souviennent de ma mort, ça c'est sûr. Voilà, c'était un 101%, 1500e 101%, un petit peu en dents de scie, un petit peu comme si on n'avait pas beaucoup de moyens. Oui, bon. Mais c'est peut-être le cas aussi. C'est le cas aussi, voilà. Mais que de belles anecdotes, Davy. Oui, que de belles anecdotes. Et qui sait, peut-être qu'il y aura une surprise pour les gens. Non, il n'y aura pas de surprise, je suis désolé. On avait pensé peut-être réinviter les anciens présentateurs, mais bon, voilà, pas de budget, pas de temps, pas d'argent. Très bien. Bon, à bientôt pour le 1501e 101%. Et pourtant, je suis nul en maths.